Salut, c'est Romain Bédouc, bienvenue sur France Bleu Paris dans 100% PSG, la tribune, le podcast débat. Et aujourd'hui, sniff sniff, c'est la dernière de l'année 2024. Et même si au moment où on enregistre, on est toujours avant Noël, je voulais vous souhaiter au nom de France Bleu Paris, bientôt ici Paris, Île-de-France, je voulais vous souhaiter le meilleur pour 2025. Vous remercier pour cette année qui a été celle du lancement de 100% PSG, la tribune sur YouTube. Et on peut dire qu'on a été plutôt bien accueillis avec des records chaque mois sur la chaîne de France Bleu. Donc merci à vous tous. Vous souhaitez également de très bonnes fêtes, que vous soyez concernés spirituellement ou que vous profitiez simplement du moment pour être avec vos proches. Je sais que pour certains, le spirituel, la seule religion, c'est le PSG. Donc on va vous souhaiter à vous aussi le meilleur pour le club, que l'année 2025 soit meilleure que 2024, mais moins bonne que 2026. Voilà, justement, nous, on va se poser pour parler calmement de la saison du Paris Saint-Germain. Une saison faite de hauts, de bas, de rebondissements, forcément. Bah oui, c'est le PSG. Une saison plus que jamais représentée par un seul homme, Luis Enrique. Et ça change par rapport à l'histoire du Paris Saint-Germain, qui a toujours eu en tête de gondole plus quelqu'un sur le terrain que sur le banc. C'est aussi parfois pour ça que parfois entre supporters on a pu avoir des désaccords. C'est normal, la situation elle est inédite. L'important c'est d'exprimer les désaccords dans la courtoisie et dans le respect. C'est ça mon seul vœu pour 2025, en plus des trophées pour le Paris Saint-Germain, c'est que ça soit une année d'apaisement, dans la manière dont on peut interagir, dans la manière dont on peut parler de foot ou d'autres sujets. Voilà, c'était mon message Miss France de bonne année avant l'heure. Et on va placer au terrain maintenant. 100% PSG, la tribune, c'est parti. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de 100% PSG, la tribune, la dernière de 2024, on va faire un petit j'aime pas sur le match de Lens, cette qualification en 16e de finale de la Coupe de France. J'ai plus de voix, vous l'entendez, merci Andy Diouf et Matvei Safonov. On va faire le bilan aussi de 2024. J'ai demandé un top et un flop sur l'année civile. Ça va nous permettre de revenir sur tout plein de thématiques qui ont rythmé notre vie de janvier à décembre avec le Paris Saint-Germain. Allez, tout de suite, je vous présente l'équipe. 100% PSG, la tribune. Qui compose la tribune du jour? Ils sont hyper dissipés, ça va être hyper sympa. Ça va être trop bien. Il y a quelqu'un qui est dissipé ici, il est à ma droite. Absolument pas, il est à ma gauche. Il est en face aussi. Quel enfer. Alexandre Fallot du Parisien. Bonjour. Comment ça va? Très bien, je suis pas dissipé. Non, je suis de bonne humeur même. Jamais. Voilà. En plus, c'était pas du tout entre potes et tout là. Aucun rapport. Aucun je suis toujours entre amis ici. Oui, bien sûr. Bien sûr. Abdellah Boulma, journaliste indépendant. Salut Abdellah. Salut, ça va Bruno? Oui, Bruno, oui, pourquoi Pardon. pas. Ouais. Il va être infernal. Il va être infernal. Et je souhaite les meilleurs vœux à Bruno Salomon d'ailleurs, que j'embrasse. Oui, Il était pas à Lens hier? Non, il était pas à Lens, c'était moi à Lens. Tu vois, Bah c'est oui. pour ça que j'ai plus de voix. Ouais. Oui. C'est fou de rien suivre à ce point. Si vous entendez sa voix pour la première fois dans 100% PSG, la tribune, ancien suiveur du Paris Saint-Germain, notamment pour RTL, maintenant expert en communication dans le sport pour Come Over. Baptiste Durieux est avec nous. Salut Romain, salut Alexandre, Baptiste. salut Abdellah. Grand honneur et immense joie d'être avec vous aujourd'hui. On C'est est beaucoup très content de d'émotions. t'avoir avec nous. Mais moi aussi. Ouais, en plus tu connais un petit peu les loustiques là. C'est ça, hein. Oui, pas beaucoup d'affinités, mais on s'est croisés effectivement à de multiples C'est reprises. vrai qu'on sent tout de suite qu'il y en a un qui a fait de la radio pendant 10 ans et puis deux qui sont juste là pour dire n'importe quoi. On fera le bilan à la fin de l'émission, je suis pas sûr. J'ai déjà tout perdu. Déjà, il est arrivé dans le studio, il a mis le casque. Chose que Bien vous sûr. êtes dit, ah tiens, il y a des casques, tiens. Bah je non, vais mettre un casque aujourd'hui. alors, puisqu'on parle de Bruno, ça fait quand même 6 mois que Bruno nous dit on met plus les casques parce que c'est filmé. Ouais, donc c'est voilà. vrai, il y a YouTube. Donc, c'est vrai. non, mais moi j'ai toujours préféré que le casque et avant on le mettait à la belle époque, à mon époque on le mettait. Quand même. Bon, on va commencer. L'émission, elle va être séparée en deux. Ça va être d'abord le j'aime pas seulement sur le match d'hier, et puis après c'est pas un j'aime pas, c'est un top flop, c'est un peu pareil, mais bon, voilà, on a voulu séparer les deux catégories. Top flop sur l'année civile 2024. On va commencer par le j'aime de Alex parce que j'adore ce j'aime. Voilà. T'as oublié ce que je me suis c'est un petit attaquant qui est plutôt portugais. Je suis désolé, ça va être très compliqué cette émission. Oui, bien sûr, évidemment. C'est évidemment mon j'aime qui se porte sur Gonzalo Ramos, mais je pense qu'il est le j'aime naturel pour le match d'hier parce que voilà, ça fait un certain nombre de fois qu'il rentre en cours de match, mais en cours de seconde période, avec beaucoup de personnalité, beaucoup d'envie, et puis juste simplement qui va chercher ce but, quoi. C'est-à-dire que on en parlait un tout petit peu avant l'émission avec Baptiste, on aura l'occasion de rebondir là-dessus, mais c'est vrai que bon, moi, foncièrement, philosophiquement, j'ai pas de problème avec le concept de faux neuf, ça peut être très bien. Juste, c'est bien quand on a un joueur dans l'équipe dont vraiment la seule obsession, c'est de savoir quel bruit font les filets, quoi. C'est vraiment très bien. Donc là, il a encore prouvé hier.
Et c'est vrai que j'ai vu beaucoup de débats sur les réseaux sociaux sur mais qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse de plus pour démarrer les matchs, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse de plus pour démarrer les matchs, il faut absolument démarrer avec lui, etc. Et moi, c'est vrai que j'ai un petit côté, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais j'aime bien ce petit côté Ramos super sub, quoi. C'est-à-dire qu'il a ce petit Attention, côté. on fait rentrer l'arme fatale. Voilà, quand on fait est rentrer encore en l'arme fatale. difficulté. Voilà, on fait rentrer l'arme fatale. Alors c'est ingrat pour lui parce que forcément il aura des choses il a des choses à prouver aussi. Il a une place à prendre de titulaire. Mais même la saison dernière, il se développait très bien dans ce rôle de super sub, de mec qui rentre en cours de match, qui met de l'impact, qui met de l'envie. Et pour le coup, ce qui est paradoxal, c'est que moi j'ai toujours trouvé moins convaincant quand il était titulaire. Donc voilà, moi j'ai encore beaucoup aimé Gonzalo Ramos hier en super sub. C'est vrai que hier, son premier ballon, je crois, directement Ouais, bien après l'égalisation, il est dos au jeu, il pivote, il sait exactement où est le but, où est le gardien, où est le truc. C'est-à-dire que tu lui donnes une miette. Voilà, ça fait C'est filer. juste un vrai numéro 9 intrinsèquement, viscéralement, et c'est vrai que c'est absolument fou, et je sais que tu es sensible à ce poste, mon cher Romain. Parce qu'on a déjà joué au foot ensemble avec Baptiste. c'est Tout pour à ça. fait, je suis encore choqué de ta performance d'ailleurs. Mais non, franchement, ce joueur, il est épatant, comme disait Alex, effectivement, on découvre pas ça aujourd'hui, c'est-à-dire que même avant sa blessure, il a cette capacité de rentrer, de marquer des buts, d'être décisif, mais systématiquement, c'est presque troublant, et hier, encore une fois, ça loupe pas. Est-ce qu'il n'est pas titulaire parce qu'il revient de blessure, parce qu'il y a une nécessité de prudence aussi, de physique? Moi, je peux tout à fait le concevoir. Le côté super sub, je l'apprécie aussi. J'ai pas forcément de position par rapport à Gonzalo Ramos, mais une chose est sûre, j'adore les numéros 9. Voilà à quoi ça sert. C'est concret, c'est efficace, c'est optimal, ça marche tout de suite et c'est formidable. Et ce garçon est épatant, franchement. Il a coûté cher, mais il est épatant. C'est vrai, Abdellah, que la gestion de la blessure, on a l'impression, comme il est revenu vite, et puis après il a enchaîné les titularisations. enchaîné 3. Ouais, Il a enchaîné 3 matchs. on s'est dit, c'est bon, c'est réglé, c'est fini. Non, il y a aussi un temps de jeu à respecter jusqu'à la trêve. On sait qu'en plus il a été fragile l'année dernière. Donc c'est une gestion finalement un peu logique de la part de Luis Enrique. Ouais, assez compliqué de savoir ce que va mettre en place Luis Enrique. Avec lui, il est revenu fin novembre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mi-novembre, fin novembre. Il est joue revenu 3 fois pour le match face au Bayern Munich. Il joue 3 fois titulaire. Il apporte pas, dans le contenu, sur les 90 minutes, 3 fois 90 minutes, c'est pas exceptionnel dans le contenu. Il y a notamment les 2 matchs nuls contre Auxerre et Nantes. Absolument. Moi, ce que j'apprécie grandement chez ce joueur, c'est sa force mentale, sa résilience. Son abnégation, pardon, et sa volonté, tu vois, sa volonté de toujours bien faire, tu vois. Il s'était loupé 2 fois, tu vois. Je me souviens, c'était quoi? Il y a 2 matchs où il se loupe, c'était en Ligue contre Salzbourg, juste contre avant Salzbourg, de marquer. il se loupe avant de marquer, etc. Il a la force mentale pour revenir et pour mettre le but derrière. Hier, il entre, on lui donne des miettes et à chaque fois, il en profite. Et ça, c'est, le PSG cherche un 9. Il l'a son 9. Oui, il n'y a pas besoin en fait de recruter. Très rapidement, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais envie de le voir aussi sous pression sur des grands matchs, des moments où il va falloir mettre le but qu'il faut, avec une pression monstre sur les épaules et compagnie. Je sais qu'il avait marqué dans un classico. Les 2 classiques. Le retour l'année dernière où il marque le deuxième but. Ouais. Qui sont plus des affiches, c'est formidable les classicos évidemment, mais moi je parle de Ligue des Champions, de trucs, donc j'ai envie de le voir aussi dans un contexte avec une défense beaucoup plus resserrée, même si Lens est solide aussi, mais j'ai vraiment envie de le voir sous pression dans un grand match et voir s'il est en capacité de débloquer justement mentalement des situations. Moi je ne sais pas si défense resserrée, parce que la plupart du temps le PSG, face à ses adversaires, c'est bloc bas. Bloc bas 24 sur 24, tu as 90 minutes de bloc bas. Tu vois, on l'a encore vu hier un petit peu avec Lens, on en reparlera tout à l'heure, mais tu as ce joueur, tu as Ramos, tu vois, qui essaye de se démener comme il peut. C'est pas le renard des surfaces à la Paoletta, si tu veux, d'une certaine manière, mais il a d'autres, il a ce plus par rapport à Colomboigny, tu vois, qui a besoin de plus d'espace. Il sait où se placer, où se projeter, tu vois. Il est systématiquement à 360, en témoigne le but qu'il met hier. Tu vois, c'est un véritable but de 9 pour le coup. Et t'as aucun autre attaquant sur le banc, il y en a pas d'autres. Dans l'effectif capable de faire ce qu'il a fait hier. Ouais. Bon, voilà pour Gonzalo Ramos, ça fait du bien. Ça fait du bien de parler un petit peu de Gonzalo Ramos. Baptiste, on va passer à ton j'aime à toi. Tu te rappelles du j'aime ou pas? Mais répète-le-moi, mon cher Romain. Tu sais, j'aime beaucoup de choses, je ne suis qu'amour, donc c'est difficile. Je sais que tu as bien aimé, par exemple, la personnalité de l'équipe quand elle a été menée. Oui, absolument. Oui. Tu sais qu'il nous en a parlé juste avant en plus. Non, mais ça va être chaotique cette émission. Ça va être fou. En plus, il profite du fait que j'ai plus de voix. Vous riez alors que c'est un sujet sérieux, donc évidemment. Non, mais c'est pas la première fois que le Paris Saint-Germain est mené au score, et pas la première fois qu'il est en capacité de revenir et de marquer le but qu'il faut. C'était face à
Monaco aussi, notamment lors du Trophée des Champions. Et j'aime ça. J'aime ce côté où, en fait, quand l'équipe encaisse un but, on panique pas, on continue de jouer. Il y a cette forme de confiance qui est presque flagrante, où quelque part, on sait que l'issue de match sera ce qu'elle a, mais que l'équipe va se donner à 100%. Et je trouve que c'est extrêmement important. On a souvent parlé du manque de personnalité, du manque de résilience et de l'aspect mental avec ce Paris Saint-Germain-là. Et je trouve qu'aujourd'hui, l'équipe, peut-être grâce à Luis Enrique, j'en sais rien, mais il y a une forme de sérénité qui est assez excitante et qui permet justement de changer des situations. Et c'était encore le cas effectivement face à Lens, où quand on se prend un but à Bollaert comme ça, c'est jamais facile. Lens, c'est quand même une équipe. Justement, je voulais vous raconter ça. Moi, je suis au stade, donc je commente le match. On se prend un premier quart d'heure de seconde période où c'est le feu. C'est dur. C'est le feu. Et c'est pas la première fois. Ah oui, c'est le feu. Déjà sur le terrain, il y a des moments où quand il y a les deux actions de Fulgini, je dis oh là là, il se passe quoi? Ça presse, et puis Bollaert, ça pousse au fur et à mesure. Bien sûr. J'étais un peu endormi pendant la première mi-temps, mais quand on dit voilà, il est public avec des ambiances, etc., ça joue vraiment. Ça se voit que les mecs ils sont portés. Et quand il y a le but, moi je me dis mais oh là 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 là, il reste 25 ça là, part mal, il reste 25 là-dedans, là, dans cette fournaise là, il va falloir en mettre un. Et finalement 4 minutes plus tard. Après, Non, mais ça qui est génial. Et je trouve qu'il y a une gestion émotionnelle, et Dieu sait que c'est prépondérant, que c'est central pour aujourd'hui être une grande équipe. Et cette gestion émotionnelle, cette intelligence dans l'émotion, dans la gestion vraiment de tout ça, je trouve qu'elle est très très bonne dans ce PSG. Et c'est vraiment très bien. Ça, je voulais rebondir par rapport à ce qu'il disait, c'est très juste. T'as vu, pour une fois, ça match. Vous pouvez être d'accord. Vous pouvez être d'accord, c'est génial. Non, ça fait écho au record d'invincibilité. C'est dans les top flops. Justement, tu vois, je le place. Voilà, je parce que profite je de vous la ai demandé brèche. tous plein de trucs, et donc vous m'avez. Il me semble donné qu'ils plein de sont trucs, sur un il y a pas record. tout qui est retenu. Absolument, il me semble qu'ils sont sur un record d'invincibilité À l'extérieur. À l'extérieur, ce qui est énorme, mais ce qui témoigne d'une force de caractère. Non, mais c'est quand même énorme ce qui se passe. C'est-à-dire, il me semble que c'est Milan qui a 38 matchs, 39 matchs. Ils sont. Donc là, on a 32 ou 33, je crois. Ils sont pas loin d'égaler ce record. Et c'est une stat. Je suis pas fan des stats, mais pour le coup, celle-là, tu vois, elle me parle beaucoup parce que autant de matchs à l'extérieur sans avoir perdu, c'est quand même énormissime, et ça témoigne encore une fois de la résilience de cette équipe et du collectif, et malgré le fait que Luis Enrique, tu vois, permute énormément, change, il mobilise non pas son équipe, mais tous les joueurs de son effectif. Et tu vois, et cette stat, elle me parle beaucoup, et ça fait écho à ce que disait Baptiste à l'instant. Il y a un état d'esprit commun, il y a un socle commun et des valeurs qui sont communes. C'est une lapalissade ce que je dis, c'est un peu clicheton, mais c'est vraiment vrai, tout simplement. Et on le voyait encore. T'as l'impression qu'on banalise un petit peu ce qui se passe. Ah ben c'est toujours comme ça. Et puis mais après, Louis, on l'a déboîté à maintes reprises ici, tu vois ce que je veux dire. Pas on est moi, passé mais par oui. des hauts. Ouais, toi non. Mais effectivement, encore une fois, cette stat dit beaucoup de ce qui se passe en termes d'état d'esprit dans cette équipe. Alex. Il y a un truc que je voulais évoquer lors de mon top de l'année, mais j'en parle maintenant parce que c'est assez pertinent aussi. Mais moi, je suis assez étonné de la façon dont cette équipe s'est transformée en une équipe qui est très très étouffante. Et notamment, moi je trouve qu'un truc qui illustre assez bien ce que vous dites depuis tout à l'heure, c'est à la perte du ballon. Vraiment, moi j'adore voir cette équipe se transformer à la perte du ballon pour le récupérer très rapidement, pour étouffer l'adversaire dans ses 30 mètres et pour aller tout de suite revenir vers l'attaque, revenir vers là où elle est à l'aise, revenir construire devant la surface adverse. Et en fait, c'est comme ça, c'est-à-dire que quand tu as tout le temps le ballon, quand tu es tout le temps en maîtrise, forcément tu vas marquer des buts, t'as pas besoin d'être en panique parce que tu sais que tu vas avoir la maîtrise du ballon, tu sais que tu vas pouvoir embêter ton adversaire. Et pour le coup, c'est assez frappant sur le match de Monaco et le match d'hier parce que c'est arrivé très très vite. Il n'y a pas eu le temps de douter, tout de suite il y a eu un but, et ça c'est cool parce qu'on en a parlé maintes et maintes fois le mois dernier sur à quel point cette équipe manquait d'efficacité, manquait de tranchant, manquait d'être décisif dans la zone de vérité, mais là du coup c'est revenu, et c'est vrai que ça c'est assez cohérent avec tout ce que cette équipe construit en termes d'état d'esprit depuis un an, quoi. Non, mais on a l'impression, attention, on va pas dresser un tableau hyper élogieux de ce qu'a mis en place Luis Enrique, etc. Parce que tu vois, à chaque fois on en parlera notamment quand on parlera du projet de Luis Enrique. Voilà, exactement. À chaque fois qu'on fait une émission après match, etc., notre lecture est totalement biaisée. Attention, faut voir ça d'un point de vue plus global. Il y a des choses de fond. Tout n'est pas positif non plus. Sur le contre-pressing, c'est vrai que il faut se rappeler, il y a 1 an et demi, 2 ans, sous Galtier et Pochettino, à la perte du ballon, ce qui se passait, quoi. Mais non, mais ce qui se passait quand on regardait les matchs du Paris Saint-Germain, quand on perdait le ballon, il se passait rien, quoi. Et maintenant, on prend pour acquis qu'on récupère des ballons dans les 30 derniers mètres adverses et qu'on arrive à se projeter et qu'on met 3 mecs dans la surface. Ce qu'a mis en place Luis Enrique, on l'a jamais vu sur la durée. Sous l'ère QSI. On l'a jamais vu avec il y avait un peu de ça avec Tuchel, mais c'est vrai que ça n'a pas duré. Un tout petit peu avec Tuchel, après ça s'est étiolé avec la fin, mais avec Luis Enrique, on l'a jamais vu sur la durée. Je parle du pressing contre pressing. Après, il y a pas mal de défauts
Monaco aussi. Mais typiquement, juste pour terminer, ces matchs de Monaco et de Lens qui sont une bonne illustration de ça, il y a 2 ans, franchement, tu les perds. Il y a 2 ans, tu les perds parce qu'on connaissait le PSG, on connaissait ce PSG qui n'arrivait pas à tuer le match, qui n'arrivait pas à marquer ce 2e but, qui n'arrivait pas à se relever de situations un peu compliquées. Et c'est vrai que, franchement, quand on a vu le mois de novembre notamment, et qu'on a vu après l'enchaînement Lyon, Monaco, Lens dans le calendrier, avec la fin d'année, etc. Salzbourg qui était là, le trophée des champions à Vinastar, on pouvait se dire ah ouais, donc là ça va être un vrai test, et le test passait haut la main quoi. Donc c'est très très positif. On sait le dire quand c'est pas bon, là quand c'est très bon, faut le dire. Après pour nuancer, c'est une qualification au tir au but quand même. Ouais, bon, il y a pas de problème. Oui. Après c'est pas le meilleur match de l'année hier, mais ça reste quand même un truc où tu arrives à aller le chercher quoi. Bien sûr, mais à la fin il y a un partout. Alors il y a pas 4-1 quoi. Comme c'est pas le meilleur match, il y a forcément un j'aime pas pour Abdellah. Alors si tu t'en rappelles pas, c'est un genre de mec je le connais, non mais j'ai travaillé par rapport à ces deux-là. Donc si je peux me permettre. Je vous juge, je leur ai récapitulé leur j'aime et j'aime pas avant le début de l'émission. Il y en a juste un seul sur les 3 qui s'en rappelle. Voilà, c'est pour ça. Absolument. Donc, mais j'ai l'impression que c'est mon 150e j'aime pas sur le même joueur cette année. Je parle bien évidemment de Fabien Ruiz. Mais voilà, qu'on embrasse d'ailleurs. Tu sais que je vous trouve hyper sévère. Bah voilà, je savais qu'il allait répondre ça. Mais sévère de quoi, je comprends pas. Non, hier, je le trouve pas horrible, Fabien Ruiz. Arrête, mais tu plaisantes. Hein, vraiment. Non, mais franchement, je trouve même injuste, je le dis à l'antenne, je trouve même injuste que c'est celui qui sorte au moment où je sais que vous êtes fatigué, Romain, et pas forcément lucide. Mais vous êtes tu me vous vois, on ne vous voit pas ici. Mais tes propos me choquent, me heurtent. Je sais que tu aimes le football. Par exemple, alors je préfère largement dans la vie, dans tout ce que vous voulez, João Neves, mais hier je trouve que João Neves fait un moins bon match que Fabien Ruiz. Ah non, bon, attends, je peux répondre ou pas parce que c'est mon j'aime pas. Mais oui, vas-y. C'est mon j'aime pas. Vas-y. Merci, sinon on va perdre des auditeurs là. Alors. Non mais là, à ce moment de l'émission, il n'y a plus qu'une personne qui écoute, c'est Bruno quoi, vraiment. Sache-le. Allez, pas tous en même temps, sinon on comprend rien. Le pauvre. Non, plus sérieusement. Hier, il fait un très mauvais match. Là, on pourra parler de Neves, évidemment. Pour moi, c'est un top sur l'année. Depuis son arrivée, c'est un top, etc. C'est l'un des plus réguliers, si ce n'est le plus régulier depuis son arrivée. Là, il fait un mauvais match, je te l'accorde. En revanche, Fabien Ruiz, c'est neutre, c'est scolaire, c'est lent et c'est contre-productif. Encore une fois, on a toujours le même argument vis-à-vis de Luis Enrique, c'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir, on lui a même posé la question, pourquoi en fait à quoi te sert Fabien Ruiz? Il te sert de point d'équilibre. Enfin, c'est la réponse. C'est ce qui tactiquement, je parle de tactiquement, il te sert de point d'équilibre. L'équilibre de quoi? D'équilibre entre les lignes, c'est-à-dire qu'il comprend qu'il a un QI foot qui lui permet de comprendre comment se placer entre les lignes. Voilà, Asensio l'a fait à un moment, mais il a disparu des radars. Il a mis Fabien Ruiz à sa place. On est d'accord, il joue quasi dans la même zone, mais il est trop lent pour ce qu'il fait. Il est neutre, encore une fois. Je radote, il est scolaire, il n'apporte pas grand-chose. Il est mauvais. Tout simplement. Il est mauvais. Non, mais définitivement sans gentil. Utiliser. Non, c'est pas la joie. Mais t'es d'accord avec ça. Voilà, il y a les stats et t'as l'impression visuelle. Ton impression visuelle, qu'elle soit devant ton téléviseur ou au stade, c'est ce joueur-là est aujourd'hui, pas au niveau pour jouer dans cet effectif-là. Alors globalement, je suis d'accord avec définitivement. toi. Globalement, je suis d'accord avec toi, mais je trouve encore qu'hier, il fait des trucs qui sont. Dis-moi juste ce qui t'a apporté hier. Il a fait des perforations de temps en temps qui m'ont même surprise. C'est que je m'attendais pas à ce qu'il le fasse. Je trouvais qu'il était assez disponible et qu'il essayait de mettre un semblant de liant avec Dembélé qui savait pas du tout où se mettre en première période et Kangin qui faisait absolument rien sur le côté droit. C'est ça les arguments? Oui, non, mais c'est ça. C'est arguments. C'est pas un match brillant, je te dis pas que c'est un match brillant, je dis juste que j'ai pas l'impression que c'était le plus mauvais des 3 au milieu de terrain. C'est sûr qu'on va faire la chenille dans le studio parce qu'il a fait des perforations, Fabien Ruiz, donc ça me trouve un peu. Non mais moi je suis d'accord avec Abdellah. Franchement ce joueur me rend fou. J'étais à l'Euro en Allemagne. Il y a un rapport avec ce que je dis puisque Fabien Ruiz joue avec l'Espagne et il y a ce type de joueur qui est extrêmement dépendant des partenaires, des complémentarités, du coach, de l'environnement, etc. Fabien Ruiz, je pense que c'est un mec qui est ultra sensible et qui, pour bien jouer, il faut qu'il y ait un certain nombre de conditions qui soient remplies. Et clairement au PSG, moi c'est pas le match d'hier dont j'ai envie de parler, c'est l'ensemble de son œuvre. Pour moi, ce joueur est insupportable. La lenteur, ça peut être une qualité, c'est pas un défaut en tant que tel, mais chez lui, effectivement, je trouve que ça plombe l'équipe. T'emploies le mot contre-productif qui est extrêmement vrai. Je trouve qu'il a contre-temps, il fait beaucoup d'erreurs hier, notamment aussi, qui amène à chaque fois des situations de but pour Lens. Il est pas fiable, ce joueur. Il est pas fiable. Moi, je trouve quand il frappe, ça manque de calcium, ça manque de tout. Franchement, ce joueur m'exaspère. Et voilà, encore une fois, j'ai pas envie de tomber sur ce pauvre.
pauvre homme. Il ne s'agit pas de le clouer au pilori et de le fouetter sur la place publique, mais je suis vraiment pas fan. Vraiment, je suis vraiment pas fan. En fait, je termine rapidement là-dessus. En fait, dans ce que veut mettre en place Luis Enrique, encore une fois, Luis Enrique, on le rappelle, c'est le système. C'est le système qui est supérieur aux individualités. C'est le collectif qui est supérieur aux individualités. Pour lui, d'une certaine manière, je tire un peu le trait, les joueurs, c'est des pions. D'accord ? Ça reste des pions pour lui. Il y a ce cadre rigide qu'il veut mettre en place, à l'intérieur duquel il demande aux joueurs d'occuper des zones. C'est le système Luis Enrique. Et Fabián Ruiz, de ce point de vue-là, c'est celui qui lui apporte le plus de solutions. Il respecte la zone, il respecte les consignes, il respecte ce qu'on lui dit. Mais d'un point de vue, il y a des mecs à 300 mètres d'ici qui respectent aussi les consignes. Enfin, je veux dire, c'est pas une qualité. Mais j'essaie de comprendre, en fait, de mettre dans le. Il s'est expliqué aussi, notamment, donc c'était une interview d'Ambroise Godillon à l'époque quand il travaillait au Paris Saint-Germain, où il avait dit que, en gros, Fabián Ruiz, pour lui, était un joueur merveilleux parce qu'en fonction du positionnement et de l'attitude qu'allait adopter Fabián Ruiz, son équipe pouvait passer d'une équipe défensive à une équipe offensive. C'est exactement ce et qu'en fait, il pouvait avoir plusieurs identités d'équipe sans faire de changement. En remplaçant un joueur. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, je t'ai dit qu'il a le QI foot pour comprendre le logiciel Luis Enrique. C'est-à-dire que sur la colonne vertébrale du milieu de terrain, il est capable de jouer en 6 de temps à autre. En 8 et en 10. Il est capable de se projeter, il est capable de temps à autre, c'est très rare bien évidemment, de servir de rampe de lancement pour les attaquants. Mais encore une fois, dans la surface de vérité, c'est une catastrophe, c'est une calamité. Voilà. Juste pour rebondir sur ce que dit Abdallah, effectivement, je pense que Fabián Ruiz, il a, comme tu dis, le QI foot pour intégrer le logiciel de Luis Enrique. Simplement, il est espagnol, quoi. Non, mais simplement, je suis pas sûr que ce soit le logiciel dans lequel il soit le plus performant. Oui. Tu penses qu'au moins il le comprend, mais c'est pas là où il est le meilleur. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, de toute évidence, le jeu prôné par Luis Enrique, mais pas en valeur les meilleures qualités de Fabián Ruiz. Moi, vous l'avez dit effectivement un certain nombre de fois, moi je le trouve trop lent, quoi. C'est-à-dire que, et en fait, quand tu es dans un jeu un peu de position comme ça, où pour perturber ton bloc bas, il faut que ça aille un peu vite, il faut que ça fasse, j'allais dire du tiki-taka, mais c'est un peu ça grossièrement, quoi. Mais en fait, tu peux pas avoir un mec qui met 4h30 à faire un contrôle et une passe, quoi. Donc c'est un peu toujours ça, quoi. Et c'est vrai qu'il est moi, à l'Euro notamment, il était bon quand il partait en profondeur, quand il allait chercher vraiment des passes très direct, très vertical. Au PSG, il y a pas trop ça, quoi. Donc moi c'est vrai que voilà, je trouve que s'il veut un joueur pour contrôler le tempo du match et pour être un peu versatile, bah oui, Fabián Ruiz il fait le taf, mais c'est pas non plus le meilleur dans ça, quoi. Et pour terminer, donc juste sur Fabián Ruiz, ceux qui pensent qu'il y a une genre de préférence nationale, je pense que la gestion d'Asensio montre que non, Luis Enrique peut mettre de côté les Espagnols, il est pas fou, il doit les mettre. Sûr, et là encore, je rappelle quand Luis Enrique était sélectionneur de l'Espagne, il ne sélectionnait pas Fabián Ruiz alors qu'il était encore bon avec le Napoli parce qu'il y avait une embrouille entre les deux. Donc humainement, ça n'a pas été son chouchou du début, début à la fin, quoi. Bien sûr, voilà. Évidemment. Il est capable aussi de se remettre en cause. Oui, bien sûr, bien entendu. Voilà pour les j'aime et j'aime pas du match face à Lens. On va faire une petite pause et puis on va faire les top et flops de l'année 2024. Comme ça, on va pouvoir se faire un petit bilan de notre année civile. À tout de suite. Bientôt, votre radio change de nom. Salut, c'est Eric Rabessant-Antana, ancien capitaine du Paris Saint-Germain et supporter du PSG. Vous êtes fiers de tout ce qui se fait ici, à Paris, en Ile-de-France ? Alors vous êtes comme moi, un fidèle de France Bleu Paris. Et demain, on écoutera donc ici Paris Île-de-France, la radio locale de tous les Parisiens et de tous les Franciliens. En 2025, France Bleu Paris devient Ici Paris Île-de-France. 100% PSG, la tribune. De retour dans 100% PSG, la tribune, avec Abdellah Boulma, Alexandre Affalo et Baptiste Durieux. Bonsoir. On est ensemble, on va faire les top et flops de l'année 2024, seulement l'année civile, donc ça comprend la fin d'année de saison dernière et le début de celle-ci. On va commencer par les tops, parce que je suis quand même assez feel good. Voilà, j'ai plus positif. Tu es de bonne humeur aujourd'hui, Romain ? Moi, oui, je suis un peu fatigué, mais tu sais que je suis très rarement de mauvaise humeur, moi. Mais il faut être de bonne humeur. Ça m'arrive très très peu d'être de mauvaise humeur. Mais ça se voit, et d'ailleurs tu rayonnes, Romain. Je souris un petit peu de temps en temps, non ? Franchement, tu es très en forme. Puis moi, quand tu mets des t-shirts comme ça, il y en a qui parlent un petit peu comme ça, le micro vient vers toi. Tout à fait, je porte un t-shirt Star Wars aujourd'hui, voilà. Ça me rend heureux les Je n'ai pas vu un seul Star Wars. C'est un combat que j'ai abandonné. On peut partir sur ce débat-là du coup plutôt que de parler c'est un combat que j'ai abandonné avec les nouvelles générations. Les nouvelles générations, tant pis pour vous, vous ne pouvez pas comprendre Star Wars. Voilà. J'ai pas 16 ans, mais c'est ta faute alors. Voilà. Tu sais que je suis choqué, je vais quitter le plateau. Ciao. Quand je dis ça, c'est pas une fierté.
Je précise, j'en suis pas fier. Mais oui, Mais écoute, je le connais un peu, là, il a honte en vrai. Ouais, là, j'ai honte. On les regardera ensemble. Allez. Avec plaisir. On va commencer par les tops donc, de cette année civile 2024. On va commencer par Alex. Alex, ton top, tu t'en souviens pas, je vais te le dire, mais c'est effectivement, je sais pas si au Paris Saint-Germain, c'est bon, je l'ai. au Paris Saint-Germain, Non, tu sais pas, il y a un je petit l'ai, mec qui est je l'ai, arrivé il y je l'ai. a pas trop longtemps, qui est entraîneur. Voilà. Je l'ai, pardon, je suis perturbé par ce débat parallèle que nous venons d'en avoir sur Je vais vous faire une la plus grande photocopie. saga Je vais vous faire une photocopie du conduit comme ça. Vous avez tout. C'est ouais. Mais nous bien, mais nous des prompteurs, mais nous des fiches, tu vois, qu'on fasse une bonne émission. Quoi. Alors, Dis-nous. Oui, j'ai été très agréablement surpris et j'ai beaucoup apprécié. Je ne sais pas si vous avez vu passer après le match contre Monaco un tweet d'un compère qui s'appelle Zach Nani, un streamer qui est donc supporter de l'Olympique Lyonnais. Je vous jure que ça va quelque part cette histoire. Ouais, vas-y. Qui disait en gros que les critiques envers le Paris Saint-Germain étaient quand même vachement dures et que quand tu regardais cette équipe d'un peu près, tu voyais une équipe qui était quand même difficilement jouable en Ligue 1, qui avait énormément de qualité, qui sautait de plus en plus aux yeux, et que ça tenait la distance. Et ça m'a fait un plaisir de voir une analyse un peu constructive sur le PSG, parce que vu qu'il paye un abonnement à Twitter Blue, il avait la place pour s'exprimer, quoi. Et par ailleurs, ça me fait du bien d'entendre ce discours-là, parce que c'est un discours que moi je tiens depuis assez longtemps, qui est que là où veut emmener Luis Enrique, où Luis Enrique veut emmener cette équipe du Paris Saint-Germain, ça finira tôt ou tard par payer. Et j'ai l'impression que là, on commence à voir ce à quoi pourrait ressembler la version aboutie de l'équipe de Luis Enrique. Dans la mesure où là, ça fait 18 mois du coup que Luis Enrique est entraîneur du Paris Saint-Germain. L'effectif a pas beaucoup changé depuis 18 mois, enfin, même si du coup il y avait eu beaucoup de changements la saison dernière, mais il y en a beaucoup moins eu cet été. Les mecs commencent à être rompus un peu l'exercice, il a ses automatismes, il a ses favoris, les joueurs savent à quoi s'attendre et ce à quoi il s'attend lui. Et en fait, on voit une équipe qui est extrêmement bien huilée. Je l'évoquais tout à l'heure, mais qui, sur le contre-pressing, sur la façon de se déplacer, sur la façon de se comporter, est de plus en plus irréprochable. Moi, je vois une équipe, je vois un vrai collectif, en fait. Je vois un vrai collectif, et pour moi, ça a été vraiment mon petit bonheur de 2024, même si je sais que beaucoup de confrères n'étaient pas d'accord avec ça et trouvaient que cette équipe ne progressait pas. De voir cette équipe, match après match, s'affirmer, voir cette équipe intégrer ce logiciel Luis Enrique dont on parlait tout à l'heure, match après match, et s'affiner un peu dans sa mécanique. Là, on en parlait tout à l'heure, le mois de novembre qui a été vraiment pas bon, où le PSG marquait pas du tout de but et où tu as eu des contre-performances avec des champions. En décembre, t'enchaînes des performances incroyables, tu marques 27 buts, t'as l'impression que tout est parfait, etc. Donc évidemment, ce sera pas comme ça tous les mois, mais j'ai l'impression que fin 2024, on est vraiment avancé dans ce projet-là. On va quelque part et maintenant tu peux construire sur des bases qui sont très très solides. C'est vrai que si on y va chronologiquement sur l'année 2024, Baptiste, entre la cassure, c'est véritablement vers février, après le match aller de la Real Sociedad, où il y a Mbappé qui annonce qu'il ne prolongera pas au Paris Saint-Germain. Et donc, par la suite, la gestion aussi de Luis Enrique, qui a peut-être un peu plus de liberté dans le fait de mettre ou pas Mbappé sur le terrain, et qui donne en fait cette équipe-là, qui est la première ossature de ce qu'on a vu là sur le début de saison, et qui donne l'impression qu'il y a du rodage, une équipe huilée, et qu'il y a quelque chose de cohérent, quoi. Bien sûr, mais je pense qu'il faut élargir et prendre de la hauteur. C'est-à-dire que c'est pas Luis Enrique, c'est un coach qui a les pleins pouvoirs, tout simplement, qui a bossé en complicité avec le directeur sportif, un président qui a aussi pris un peu de recul. Je sais que tu en parleras peut-être, Abdellah. Des joueurs aujourd'hui qui ont des fortes personnalités, naturellement. Tu n'arrives pas à ce niveau-là si tu n'as pas de personnalité, mais qui ne sont pas, entre guillemets, des stars dans le mauvais sens du terme. Des gens qui tirent dans le même sens, tout simplement. Et un club de foot normal. C'est tout. Alors c'est une banalité sans nom de dire ça, mais qu'est-ce que c'est vrai en fait? La normalité à Paris, c'est pas quelque chose de fréquent. Mais bien sûr, mais sauf que pour il faut en profiter. C'est un luxe aujourd'hui que Paris soit devenu quelque part un club normal, structuré normalement, avec une vision normale où le foot est au-dessus de tout. Voilà, et je pense que c'est formidable. Il ne faut pas s'emballer, toujours beaucoup de mesures, toujours beaucoup de nuances, parce qu'on sait à quel point ce club est imprévisible. Mais une chose est sûre, c'est que je pense que le PSG arrose au bon endroit. Je crois connaître un peu la réponse à la question que je vais te poser, Abdellah, mais je sais que quand Luis Enrique est arrivé, notamment en début de saison dernière, on était l'un face à l'autre et parfois on était en désaccord. Est-ce que tu es un peu plus convaincu parce que tu vois, et après les sensibilités de projet, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas quand on voit sur un terrain, c'est les goûts et les couleurs, c'est chacun. Mais est-ce que tu vois au moins un peu plus de cohérence dans cette équipe-là par rapport à ce qui se faisait avant? Je pense que quand tu récupères Luis Enrique, quand tu changes totalement ton fusil d'épaule,
C'est la première fois d'ailleurs que Nasser El Khelaifi, le Paris Saint-Germain, change son fusil d'épaule. Je parle d'un point de vue projet. C'est-à-dire que là, on refile les clés du camion à un entraîneur qui décide de tout au niveau du sportif. J'étais dans le doute, comme nombreux confrères, comme nombreux observateurs, de supporters, etc. Il y a eu des hauts et des bas, on témoigne les résultats en Ligue des Champions, mais c'est vrai, je te l'accorde, depuis quelques temps, même s'il y a eu cette petite série de deux matchs nuls... oui, en Ligue 1, il y a eu 2 matchs nuls en Ligue 1 et 2 défaites en Ligue des etc. Champions. Je vois en fait une progression. Je vois une progression individuelle. Certains joueurs, on pourra pas peut-être parler d'Hakimi, etc., qui sur l'année civile a une top année. Ouais. C'est le top pour moi. Un monstre. Il a progressé. Il a compris, encore une fois, on l'utilise souvent ce logiciel Luis Enrique. J'avais des doutes parce que, comme vous, même autour de la table, j'avais du mal à comprendre ce qu'il voulait mettre en place d'un point de vue tactique. Encore une fois, je me mets aussi à la place des joueurs. Parce que avec ce qu'il veut mettre en place, c'est là où je voulais en venir, avec ce qu'il veut mettre en place, tu peux quand même, tu prends le risque de perdre énormément de joueurs. Tu prends ce risque-là. Tu peux les perdre parce que tu ne les fais pas jouer à leur poste de prédilection. Tu les forces à des dépassements de fonction. Tu demandes à Neves, qui est un milieu de terrain, de jouer arrière gauche. Tu vois ce que je veux dire ? Tu demandes à Warren, qui est un gamin, de jouer arrière droit, etc. C'est compliqué. Et je ne sais pas si tous les coachs à l'international sont capables de mettre en place ces idées-là et de mettre et d'avoir la confiance de la totalité d'un groupe. De ce point de vue-là, je dis chapeau à Luis Enrique, puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Hormis Kolo Muani, bien évidemment, peut-être on pourra parler de ceux qui ne répondent pas à l'appel, c'est ceux qui ne sont plus sur le terrain depuis quelques semaines. Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis, c'est fondamental. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais bien sûr. Là, on peut parler, on aime ou on n'aime pas. Et je terminerai juste avec ça. J'avais des doutes sur Luis Enrique, on en a parlé longuement ici, toi et moi, et avec d'autres. Mais ce que je trouve de bien... chez ce coach, il est passé par l'Espagne, la Coupe du Monde, l'Euro 2021, il perd face à l'Italie, etc. Parce qu'on est hyper focus sur Barcelone, la MSN, etc. Il y a eu du boulot derrière. Il y a eu d'autres choses qui ont été accomplies par cet entraîneur. J'avais encore une fois des doutes, mais je me dis, je suis peut-être pas d'accord avec ce qu'il met en place, mais ça m'intéresse. Ça m'intéresse, j'ai envie de... Ça m'intrigue. Ça m'intrigue, et je veux voir... Non, mais je te promets, je veux voir où est-ce que... Je veux voir la fin. Où ils vont en venir. Où est-ce qu'on... Voilà, quoi je la veux faire un finalité du bilan. truc ? J'ai envie d'être demain au mois de juin. Où est-ce que tu nous as mené avec ce que tu as mis en place ? Tu parles de tactique, je trouve que c'est même pas l'essentiel. Tu vois. Ouais. Moi, ce qui me plaît, c'est la discipline, les règles, Oui, et que la rigueur, si tu as un joueur, même à un entraînement, qui fait pas un pressing, qui rentre pas dans le moule comme tout le monde, qui ne respecte pas les règles, le plan, et qui n'est pas discipliné, en fait, c'est terminé. C'est d'une banalité, c'est-à-dire que tous les clubs, ça devrait être comme ça. Et les clubs sérieux, structurés, normaux, c'est comme ça. Et j'ai l'impression que Paris, c'est en train de devenir comme ça. Bon, voilà l'évolution du projet Luis Enrique, c'est un beau à top. fait. C'est un beau top sur l'année civile. Je vous remercie, M. Bedouk. Non, mais on est tous sur un même pied d'égalité. Ce n'est plus la République des joueurs, c'est l'équipe, c'est le collectif, c'est le système. L'individu, c'est terminé. Et l'individu, c'est Luis Enrique. Mbappé. N'importe quoi. T'as rien compris. Il se peut que Mbappé revienne dans ces débats de top ou de flop. Hein. Restez Voilà. branchés, restez connectés, Il Mbappé se revient. peut. Il se peut. Il est d'ailleurs invité aujourd'hui dans ce podcast. Je voudrais qu'on accueille Abdellah, je reste avec toi sur ton top de l'année civile, parce qu'il y a un petit lien à chaque fois. Tu Donc vois, là, il vient de parler 45 minutes et tu lui redonnes la parole. il y a un lien. Tu sais quoi j'ai failli Il y a un lien éditorial. J'ai fait comme ça. Il y a un lien éditorial, c'est pour ça. J'étais sûr Tout à l'heure, justement, Baptiste, tu disais qu'on allait peut-être potentiellement parler du retrait de Nasser El Khelaifi d'un point de vue sportif. Et en plus, Ça, on me dit que je vais me faire défoncer parce que je parle beaucoup, apparemment. Non, vas-y. Je lâche le mic. Vas-y. Non, mais vas-y, là, Alors, c'est c'était quoi ton top. ça Effectivement. Non, mais bien sûr, mais je vais être très bref. Nasser El Khelaifi a filé les clés du camion. Au sportif. Le sportif, c'est Luis Enrique. Franchement, au moment où ça avait été annoncé, à l'arrivée de Luis Enrique, je n'y croyais pas.
Luis Enrique, quand il est arrivé, tu vois, il est arrivé sur la pointe des pieds. Il a quand même tout de même fait attention, à ce qu'il faisait. D'ailleurs, le premier mercato, il est pas. Il n'intervient pas forcément dans les décisions. Il n'intervient pas forcément la plupart des recrues sur sont faites avant qu'il soit signé lui aussi. Absolument. Luis Campos avait encore beaucoup d'influence, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui d'une certaine manière, où aujourd'hui tu as Luis Enrique qui fait le mercato, qui décide de tout, et tu as Nasser El Khelaifi qui est carrément en retrait. C'est la première fois depuis 13 ans qui est en retrait sur le sportif. Effectivement, on le voit de temps en temps en conf, etc., quand il y a un grand match en Ligue des Champions. Mais là, ça fait du bien de voir qu'un entraîneur a enfin définitivement les clés du camion. Donc t'es un peu plus en confiance que Nasser ne s'occupe plus du sportif, absolument, mais que ça soit laissé à des mecs qui sont professionnels du sportif. Absolument. Quoi. Ouais. Oui, ça peut s'entendre. C'est un métier finalement. Le revers de ça, Alex, c'est peut-être aussi que dans les moments un peu plus compliqués, et il y en a eu sur cette année 2024, Nasser, il n'était pas aussi là non plus. Voilà. Non, mais je pense que l'intervention d'un président de club dans le domaine du sportif, ça doit rester du domaine de l'exceptionnel. Effectivement, si c'est pas un mec qui est forcément du sérail et qui est pas hyper rompu au code star. Bon, Nasser, il a une qualification qui s'est faite en 12 ans de présidence du PSG, mais je veux dire, c'est pas non plus un mec qui a un historique du football depuis 40 ans, quoi. Mais je trouve que c'est bien aussi, je reviens à ce que je disais, je trouve que c'est bien aussi de s'être un peu mis en retrait pour aussi donner du poids et de l'importance à ses interventions. C'est-à-dire que quand il va parler au groupe après la défaite contre l'Atlético, contre le Bayern, la plus récente en Ligue des Champions, quand il va intervenir auprès du groupe, il n'intervient pas après tous les matchs, quoi. Il n'intervient pas après tous les matchs. Il n'a pas une ligne directe avec tous les joueurs pour régler les petits tracas du quotidien, des trucs, des machins. Donc voilà, c'est important de remettre un peu de prestance et d'honneur sur ce poste-là et de remettre un peu d'importance sur quand le président intervient, quand le président vient mettre ses affaires son nez dans le sportif, c'est quelque chose, quoi. C'est vrai, Baptiste, tu me dis que c'est la même personne qui, il y a 10 ans, avait effectivement, comme le dit Alex, une ligne directe avec la plupart des cadres du vestiaire qui passaient même pas par le N+1, l'entraîneur, mais directement par le N+3, le président. C'est vrai que la même personne ait réussi à dire vous savez quoi, maintenant c'est plus moi qui m'occupe de ça. Vous voyez avec le boss qui est là au quotidien. Bien sûr. Je sais pas si c'est aussi simple que ça, et je pense que la vérité dans la nuance, et je pense que ce soit aussi manichéen, mais une chose est sûre, effectivement, il a pris un recul et c'est assez flagrant et assez évident tout de même. Et oui, c'est très positif pour le club. Je pense que ça a donné malsain. Pour lui aussi d'ailleurs, pour son image, pour sa réputation, pour son quotidien aussi, et ça devenait nocif aussi, un peu toxique pour le club. Donc c'est très bien que, encore une fois, je réitère, je radote, que ce club devienne un club normal et structuré normalement. Bon, on reviendra peut-être sur Nasser, sur ton flop, sur une thématique. C'était quoi déjà ? La vente d'un genre de structure et tout. Je sais pas si tu vois ce que tu veux. Oui, ça y est. Bastille, je reste avec toi. Ton top, toi, sur l'année 2024, c'est un petit duo de Portugais. Oui, tout à fait. Donc Joao Neves et Vitinha, deux milieux de terrain que je trouve absolument fabuleux. Je vais pas vous expliquer que c'est Kroos et Modric ou en trouvant une faute, on va raison garder, tout va bien. Mais Vitinha déjà, par rapport à l'épaisseur qu'il a pris, que ce soit avec le Portugal d'ailleurs ou avec le Paris Saint-Germain, joueur que je trouve exceptionnel, extrêmement fiable, vraiment régulier, capacité aussi de frapper de loin. On sait que c'est une problématique qui existait depuis des années et qu'on n'avait pas ce milieu de terrain en capacité de faire ça. Niveau technique, absolument extraordinaire. Joao Neves aussi, qui est tellement jeune, et qui a aussi une grande maturité, qui a aussi un profil que j'aime bien, entre guillemets un peu atypique. On a beaucoup aujourd'hui d'habitude des milieux de terrain qui sont très athlétiques, qui sont très puissants, qui sont très forts physiquement. Là, on a deux petits gabarits, mais qui sont capables de rouler sur l'Europe entière. Encore une fois, toute proportion gardée. Mais je trouve que c'est extrêmement excitant que ces deux profils qui sont vraiment complémentaires et que littéralement l'avenir et l'histoire de ce club, je l'espère en tout cas, peut s'écrire avec ces deux garçons-là. Il faudrait un troisième joueur aussi pour pouvoir, Zaïre Emery peut-être, on espère qu'il reviendra à son niveau ou qu'il progressera encore plus. Mais je suis complètement emballé par ces deux joueurs-là, par ce duo qui techniquement, en fait, ils ont pas tel outil, ils ont toutes les qualités, ces garçons, je trouve. Voilà. Parce que sur le début de saison, c'est vrai qu'on a l'image, je pense juste à Vitinha, on a l'image du début de saison où avec ses pépins, il a été c'était un peu plus poussif, quoi. Mais la première partie de 2024 de Vitinha, celle avec les buts contre le Barça, c'est une première partie d'année. C'était lui le meilleur joueur du PSG sur les 6 de 2024. C'est lui le meilleur joueur du PSG, tout simplement. Et moi je suis évidemment entièrement d'accord avec Baptiste. Vitinha, effectivement, un peu plus en dedans, je trouve, en ce début de saison, où je trouve, en fait, il est toujours aussi juste techniquement.
mais il a moins cette prise d'initiative, il a moins cette audace dans son jeu qui je trouve a vraiment fait la différence sur la fin de saison dernière, pardon. Mais par contre, oui, João Neves, j'allais dire trouvaille. Bon, C'est cher à trouver. Ouais, il est à 60 millions. Voilà, donc il était facile à trouver, hein, il se cachait pas, quoi. Mais je veux dire, quelle bonne pioche, quoi. Enfin, après, c'est ça, Abdella, c'est que c'est cool de dépenser 60 millions quand c'est sur des João Neves, quoi. Mais alors, juste. C'est moi, Abdella. Non, mais juste pour finir. Je voudrais juste dire un truc, pardon. Ça va être long. Appelle-moi Alex. Oui, bonjour, Abdella. Il lève le doigt. Non, Oui, pardon, très- excuse-moi. Juste en un mot, on parle beaucoup pour certaines recrues qui ne fonctionnent pas du fait qu'il y a besoin de ton adaptation. C'est aussi agréable que lui, il n'y a pas eu besoin de ton adaptation. Premier match, 4 passes décisives dès le premier match. Je veux dire, voilà, merci, bonsoir. Le voilà. foot. Abdella. Abdella, parce que je sais qu'en plus dans tes tapes, il y avait aussi João Neves potentiellement qui pouvait être dedans. Pour moi, c'est le top, année civile. Avec Pacho, même s'il fait un mauvais match, enfin il fait pas un match extraordinaire hier, mais c'est le top sur l'année civile. C'est un petit gabarit, très physique. Au duel aérien, mais ça vous a peut-être échappé. C'est vrai. Mais franchement, petite Ah ouais, taille. il y va. Il va au duel. Tu sais, c'est une question de timing. Il prend même des ballons non, sur mais- corner. Hein. Il prend des ballons sur corner. Bah, Il bien a sûr. une intelligence de jeu. Tout à l'heure, on parlait de QI foot au-dessus de la moyenne, c'est-à-dire qu'il est capable. On en avait parlé à une émission là dernièrement où tu voyais on avait rappelé Nuno Mendes sur le terrain qui était totalement perdu au niveau tactique, etc. Et on voyait on voyait Neves qui venait systématiquement lui parler pendant le match pour lui expliquer où est-ce qu'il fallait qu'il se positionne, où est-ce qu'il fallait qu'il aille, etc. Neves top évidemment. Vitinha petit bémol. Bien évidemment, depuis le départ de Mbappé, il est monté crescendo et cette année, depuis quelques matchs, là, il est un peu moins bien. Il est en sentinelle. Tout à l'heure, tu disais que oui, effectivement, il est moins pas performant dans la surface. Il est en sentinelle. Il est plus loin, quoi. Il tricote beaucoup. C'est le seul regret que j'ai vis-à-vis de ce joueur-là, c'est qu'il est très technique, mais il tricote énormément. Mais il prend ses responsabilités. Et encore une fois, je le verrais davantage en milieu relayeur plutôt qu'en sentinelle, même s'il est capable de faire ce métier-là. Et Dieu sait qu'au Paris Saint-Germain, le numéro 6, le métier de sentinelle, c'est pas facile. C'est un poste pas facile à occuper. Bon, voilà pour les tops de l'année 2024 pour le moment. Donc on a eu l'évolution du projet de Luis Enrique par Alex, on a eu le retrait du sportif de Nasser Al-Khelaifi par Abdella, et donc c'était un top, ça le duo. Bah oui, c'était un top Ah, que ouais. Nasser Sanaï c'était. Enfin, non, c'est un top, c'est un top. Oui. Il est même pas capable de dire s'il aime ou s'il aime bien un truc dont il a parlé pendant 20 minutes. C'est quand même fou. Hein. Et le top de Baptiste, c'était donc c'était Neves et Vitinha. Il faut que cette émission. Je crois qu'on va pas la diffuser cette émission. Alors, on va la garder entre nous. Allez, les flops. Très bonne facture. Les flops. C'est une bonne première, hein, Baptiste, tu kiffes. Hein, Oui, c'est vrai que c'est ma première. Sympa. Bienvenue Baptiste. Les flops, on va commencer par Alex, parce que je sais que c'était aussi partagé par Abdella également. C'est la fin d'aventure de Kylian M. Oui, un joueur qui. C'est quoi, c'est la gestion de cette fin d'aventure qui t'a chagriné ? En fait, tout m'a déplu dans cette fin d'aventure. Que ce soit les petites bisbilles avec Luis Enrique sur la gestion de son temps de jeu, l'épisode à Monaco qui était juste détestable, à partir du moment où il a annoncé qu'il partirait, le fait que voilà. T'avais un peu l'impression qu'il tirait la gueule à chaque fois qu'il était sur le banc. Enfin, bon, ce que je peux comprendre, mais sportivement, par ailleurs, moi, j'ai toujours pas compris ces 2 matchs contre Dortmund où en fait, t'es capable de marquer un triplé en finale de Coupe du Monde et t'arrives à te faire bouffer par l'arrière droit de Dortmund dont j'ai oublié le nom là. Ryerson. Extra sportivement, bien évidemment, je veux dire, ces 2 années de chamaillerie permanente avec le club ont juste tout gâché en fait. Ces histoires de contrats où en fait c'était pas 3 ans, c'était 2+1, et puis les primes et les machins et les salaires qu'on paye. Et ça c'est un truc qui s'est pas arrêté en juin, hein. Ça continue là encore. Et ça continue maintenant, encore, mais c'est pour ça que voilà, c'est pour ça que c'est aussi pour moi un flop de tout 2024, parce qu'en fait on en parle encore aujourd'hui, ces 55 millions qui sont pas payés. Alors moi encore une fois, je pense qu'autour de la table, tout le monde sait l'opinion que je peux avoir qui est un peu dure avec Kylian Mbappé, parce que c'est un joueur qui a arrêté de me faire rêver en fait, et c'est peut-être que je lui reproche le plus. Le PSG a évidemment sa part de responsabilité, et elle est pas négligeable dans toute la fin de cette aventure qui s'est finie un peu en eau de boudin, alors qu'on a quand même un des meilleurs joueurs français du 21e siècle qui a passé 7 ans ici, un mec de la région parisienne qui a porté avec fierté les couleurs du Paris Saint-Germain, qui a marqué 249 buts. Je sais plus, oui, des bourrettes. 200 et des brouettes. Qui a marqué beaucoup de buts. 200 et beaucoup de buts. Voilà, qui est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, qui s'en va en fait dans une atmosphère soit d'indifférence, soit de rancœur, soit de soulagement. Combien de fois j'ai pas entendu cette phrase, je suis content qu'il soit plus là.
Tu vois, c'est en fait, il y a un sentiment de gâchis immense qui moi me peine, parce qu'en fait, on peut se séparer dans des bonnes conditions aussi. On peut se C'est pas séparer. notre truc, nous, à part. Non, mais tu vois, non, mais c'est faisable, tu vois. C'est faisable. J'aurais aimé que. J'aurais aimé, mais non, mais Être un artiste. J'aurais aimé être un artiste. Il est en train d'écrire un papier. J'aurais aimé que cette séparation se passe mieux. J'aurais aimé que tout ce qui se passe autour d'Mbappé ne sonne pas faux. Et j'aurais aimé que, qu'on puisse se dire au revoir sereinement et qu'on se dise pas, voilà, on est content que ça se passe mal au Real Madrid. Je suis pas le moins sévère avec Kylian Mbappé. Franchement, quand il faut lui en mettre, je lui en mets. Ah mais oui, toi, oui. Il y a des trucs où le Paris Saint-Germain est entièrement fautif. Ah ben non, mais tout ce qui se passe actuellement, là, l'histoire des 55 millions, il y a eu effectivement, il y a eu des paroles qui n'ont pas été respectées de la part de Mbappé, de la part de Nasser. Ça, ok, chacun a sa parole, chacun. Enfin voilà. Mais une fois que tu t'es fait avoir. Et le Paris Saint-Germain, visiblement, c'est ce qu'ils avancent, s'est fait avoir dans l'histoire par Mbappé. Une fois que tu t'es fait avoir, tu t'assumes en fait. T'assumes et si tu dois payer, tu payes ce que tu as à payer. Quoi. C'est le respect, la limite, c'est la loi. Quoi. Donc il y a un moment, faut le faire. Quoi. Donc, sauf qu'ils ne le feront pas. Pour ils vont des raisons. Les... Bien sûr, pour des raisons d'égo. C'est la justice qui va décider. Non, évidemment. Ne t'énerve pas contre moi, Baptiste. Moi, j'ai rien à faire. Moi, je leur donne. Non, des raisons d'orgueil, beaucoup d'égo du côté du Paris Saint-Germain. C'est un flop total. Oui, du côté de son président. Non, bien sûr, je te parle de C'est très bien Mbappé et le PSG. C'est le président qui a un problème. Oui, le président, évidemment, le président qui a eu un problème avec lui et inversement, etc. Il y a une co-responsabilité, on en a parlé 1 milliard de fois ici. C'est la sortie par la petite porte. C'est le fait de ne pas avoir récupéré de sous. C'est aussi le fait pour le PSG de ne pas avoir mis son orgueil, son ego de côté. Encore une fois, 2 ans avant, il le laissait partir et de récupérer 180 millions. Mets ton orgueil de côté, laisse-le partir. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure je parlais de Nasser Al-Khelaifi, son changement, pas de statut, mais ne t'investis plus de ce point de vue-là. Le sportif laisse le sportif au sportif. C'est-à-dire qu'un joueur comme ça, un joueur de cette ampleur-là, de cet acabit-là, qui vaut aussi cher, 2 ans avant, il veut partir, tu sais qu'il va traîner des pieds, tu sais qu'il va foutre le bordel. D'une certaine manière, encore une fois, on pourra énumérer ici, faire un catalogue de toutes les déclarations qui ont eu lieu. C'est quand même hallucinant. Dans n'importe quel autre club, il aurait été sanctionné, chose qui n'a pas été faite. Vous vous rappelez pas l'essentiel quand même. C'est-à-dire que t'es le meilleur buteur de ton club, on te fout au placard parce que tu veux pas prolonger. Je suis entièrement d'accord avec ça. On diligente une armée numérique pour te discréditer. C'est pour ça qu'on parle de... encore avant. C'est pour ça que je parle de co-responsabilité. Non mais d'accord, mais vous insistez beaucoup sur lui, sur ses déclarations. Non, je te parle de co-responsabilité. Je suis d'accord avec toi que certains de ses propos, dans d'autres clubs, ça ne passe pas. Bien sûr. Mais je peux te dire que d'autres clubs jamais se comportent aussi de cette manière-là. Avec c'est la raison pour c'est la raison. Je terminerai avec ça. Ils font ce qu'ils veulent. Je terminerai avec ça. Relation toxique sur les 2 dernières années. Et aujourd'hui, on traîne encore ça comme un boulet. C'est-à-dire quoi, là, on est là, ça passe en commission. Ça terminera au prud'homme dans 2, 3 ans, 4 ans. Je n'en sais rien du tout, mais c'est un dossier qui a été extrêmement mal géré et j'ose espérer que ça va servir de jurisprudence entre guillemets pour la gestion des joueurs de la part de Nasser Al-Khelaifi. C'est-à-dire c'est bon, t'as géré, maintenant tu sais comment faire, laisse de côté, laisse le sportif agir, etc. Ne commets plus ces erreurs-là. Juste ton avis, toi Baptiste, là, on parle de co-responsabilité, toi t'es pas trop dans la co-responsabilité, mais plus dans celle de la hiérarchie qui doit être forcément responsable de ce qui se passe après en dessous. Je sais qu'il nous reste 12 minutes à peine d'émission et c'est un dossier qui est hyper long et auquel je suis extrêmement sensible. Kylian Mbappé, et je parle même pas que du PSG, je parle de la France globalement, je trouve que c'est l'histoire d'une espèce de mésentente, d'une espèce de quiproquo qui est absolument atroce, injuste et ingrat envers Kylian Mbappé, qui est pour moi un joueur évidemment exceptionnel, qui traverse évidemment une période qui est pas extrêmement positive à tout point de vue, même si avec le Real, ce dernier match, il marque un but formidable. Il est mieux en ce moment. Moi, j'ai quand même vu d'autres débuts de saison un peu plus compliqués que celui d'Mbappé au Real Madrid, quoi qu'on en dise. Bref, mais effectivement, moi, je trouve que on est injuste, on est ingrat avec un joueur qui a porté le club vraiment sur ses épaules, qui a marqué 45 pions sur une année où physiquement il était à la rue parce qu'il n'a pas eu de préparation, parce que le contexte psychologique était extrêmement difficile, qui se fait péter la gueule à l'Euro par Kevin Danso et qui malgré tout joue avec son match, fait ses matchs, essaie d'être décisif, etc. Bref, on va pas refaire toute l'histoire, mais je trouve que c'est vraiment la dramaturgie d'une forme d'injustice et ce garçon ne mérite pas ça. Avec tous les défauts qu'il a, avec les erreurs de communication, avec sa personnalité qui peut être clivante, et évidemment, je suis le premier à le reconnaître, mais il faut surtout parler de l'attitude du Paris Saint-Germain envers Kylian Mbappé, et on est chez les fous.
Point. C'est tout. Dans la manière dont ça a été géré, en tout cas. Bien sûr. C'est vrai que là, on en tire, c'est fini là maintenant, donc il n'y a plus de rancœur, etc. Mais c'est vrai que ça a été géré avec les pieds du début à la fin. Donc, Tu te rends compte, il part face au virage Auteuil avec certes un beau tifo, mais on ne sait pas vraiment dans quelles conditions ça a été fait. Le club n'était pas forcément complice de ça. C'est terrible. Et la vérité, c'est que c'est triste en fait. Moi, Baptiste, tu sais nos désaccords de fond sur ce sujet. Absolument. Je réitère. Pour moi, le sens de mon flop, c'était un truc de la fin de l'aventure de Mbappé au PSG était catastrophique des deux côtés. En gros, c'est ça. J'allais dire un gros mot, mais ça fait. Oui, chiant, ça fait voilà. Ça fait Non mais et je trouve qu'Abdallah a tout dit en 2 mots. C'était une relation toxique de une et de deux. Il voulait partir depuis 2 ans. Et tu peux pas 3 ans même 3 ans, même 5 ans. Enfin franchement, il voulait partir depuis 5 ans. Enfin voilà, mais il voulait partir depuis 5 ans et tu peux pas retenir un joueur indénifiément contre sa volonté. Si tu peux le retenir si tu mets l'argent et l'autre aurait pu partir. Si il avait accepté 72 millions, ça c'est un pavé dans la main de mon cher Baptiste. Dernier mot là-dessus. On a bien vu que ça n'avait pas fonctionné au final avec tout l'argent du monde. De toute façon, il est parti. Ça y est, c'est terminé. Abdallah, ton flop, c'est la vente, le dossier en tout cas qui revient, le marronnier. Serpent de mer, marronnier, ce que tu veux, etc. C'est juste insupportable. Ceux qui n'ont pas compris, c'est quoi ? Juste ceux qui n'ont pas compris, c'est quoi ? Je vais te le faire en une phrase, mon cher Romain, en une phrase. Faut partir du principe, Baptiste ne sera pas d'accord avec moi, on en parle beaucoup dans Mayel Abdel. Oui, bravo. Je ne sais absolument pas. Je sais pas de quoi il parle. Mais là, on est à moins 5 auditeurs. C'est du jamais vu dans l'histoire de la radio. Il vient de faire une private joke que même le présentateur ne comprend pas. Ah oui, non, mais je me désolidarise. Et il est mort de rire en plus. Ah oui, non, mais il a toujours pas dit de quoi il parlait. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est un groupe Telegram pour ceux qui nous écoutent, effectivement, dans lequel. Tu vois, non, c'est un groupe WhatsApp. Le plus sérieusement, dans lequel on échange. Auditeurs, c'est insupportable. Non, alors, explique-nous. Tu disais pas ça dans ton ancienne boîte. Non, plus sérieusement. Explique-nous, c'est quoi la thématique de ton flop ? Non, plus sérieusement, faut pas. En fait, le ça club. concerne la vente du Parc des Princes. Ça concerne la vente du Parc des Princes. Le club a voulu racheter le Parc des Princes. Le Parc des Princes a été estimé à un certain prix de la part de la mairie de Paris à hauteur de 300 millions, etc. Bon, bref, c'est 10 fois moins pour le Nasser El Khelaifi. Et QSI. Donc aujourd'hui, en fait, c'est un truc qu'on traîne depuis des mois, voire 2-3 ans, etc. Moi, je pense profondément que Nasser El Khelaifi ne veut absolument pas rester au Parc des Princes. C'est même pas je pense, c'est une évidence. C'est une évidence. Il faut arrêter. Faut être catégorique. C'est-à-dire qu'il veut s'en aller du Parc des Princes. Il veut construire son stade. D'ailleurs, il y a des projets qui sont en cours, etc. À quel niveau d'avancée ça qui sont en cours. Il y a des équipes en cours d'élaboration potentielle, quoi. C'est pas potentiel. J'ai toujours pas vu de grue dans les Yvelines et compagnie, donc ça va prendre du temps. En fait, il y a une nouvelle ville qui se déclare tous les 2 mois. Donc et franchement, j'en ai un peu ras-le-bol de ce conflit, de cette guéguerre entre la mairie de Paris et le Paris Saint-Germain concernant ce stade, concernant ce Parc des Princes. Voilà. Nasser El Khelaifi veut quitter ce stade. Et l'arrivée de Arthos, Partner. Ouais. Non, mais c'est vrai. L'arrivée en fait de cet investisseur minoritaire est hyper important. C'est-à-dire que cet investisseur ne serait pas arrivé au Paris Saint-Germain s'il n'avait pas, l'expertise non, c'est même pas l'expertise. L'expertise, c'est-à-dire qu'on lui a vendu. C'est-à-dire le fait qu'il y aurait un nouveau stade. Le fait d'avoir un nouveau stade, ça c'est une certitude. Mais même Arthos consulte aussi et est important sur le bâtissement de ce projet en fait. Mais évidemment. Ils ont une expertise là-dessus. Donc en fait, ce que tu reproches, c'est que Nasser El Khelaifi notamment fasse genre qu'il est poussé dehors alors que son intention première est de s'en aller. Absolument. Son intention première aujourd'hui à Nasser El Khelaifi, au même titre que QSI et que le nouveau partenaire, c'est de s'en aller du Parc des Princes tout simplement. Bon, c'est intéressant parce qu'on revient sur ce dossier du Parc des Princes souvent parce qu'à chaque fois ça revient dans l'actualité. Mais c'est un véritable et je vous invite à vous refaire les tribunes qu'il y a pu y avoir sur la saison et à chaque fois on a eu parfois des sons de cloche un peu différentes. Il y en a qui pensent que voilà, je sais que Marc Méchenois par exemple pense que de toute manière ça ne partira pas. Voilà, toi tu es d'un point de vue différent, mais c'est intéressant, il y a plusieurs points de vue. De toute façon, il y a que le futur qui nous dira qui a raison ou qui a tort là-dessus. Mais juste pour souscrire à la frustration d'Abdallah sur ce sujet. Moi, c'est vrai que donc j'ai passé
les 16 derniers mois de ma vie à bosser dans la rédaction du Parisien, où effectivement on est forcément un peu proche de ce sujet-là parce que ça concerne Paris, ça concerne aussi l'immobilier parisien, le patrimoine de Paris, la région parisienne. Parce qu'il y a Vous aussi n'avez pas que les journalistes sportifs qui s'occupent de ce Il y a- dossier-là. Voilà, il y a aussi beaucoup de journalistes de la locale 75 que je salue, que j'embrasse bien évidemment, qui sont sur ce dossier. Et en fait, moi, ce qui est terrible, c'est que au fur et à mesure, on a dû faire des dossiers d'articles là-dessus. Je pense 5 fois sur les 5 derniers mois, sur les 16 derniers mois, pardon. J'ai l'impression à chaque fois de dire la même chose, c'est-à-dire que ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Est-ce que c'est pas le but que ça avance pas? Non, mais je pense qu'effectivement, moi, j'ai pas d'éléments plus tangibles que ça, mais je souscris un peu à ce que dit Abdellah. Moi, sur le côté, pour moi, le PSG veut partir. Le PSG veut son grand stade, son grand bel outil technologique, son grand truc rayonnant, PSG etc. Land, Et à mon avis, le conflit avec la mairie de Paris, il aurait pu être réglé avec un coup de fil. Ils ont pas envie parce qu'ils veulent aussi un peu pas un bouc émissaire, mais un coupable idéal en fait. C'est-à-dire, oui, la mairie un alibi pour partir. C'est ça, genre la mairie nous force à partir, on a les mains liées, on peut rien faire, et à côté les supporters ils vont plus s'en prendre à la mairie qu'au club. Absolument. Donc, Moi, voilà. c'est peut-être ça ce que je reproche le plus dans ce dossier, et je donne mon avis là-dessus, c'est que j'ai l'impression que c'est agité un peu comme un chiffon rouge à chaque fois qu'il y a il y a un petit moment où le Paris Saint-Germain est un peu moins populaire auprès des supporters, on agite le chiffon Parc des Princes en disant bah voilà la mairie veut nous virer, et aller taper sur la mairie plutôt que nous. Et pourtant la mairie de Paris dans ce dossier-là, je la porte pas forcément dans mon cœur parce que je trouve qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien faites non plus de la part de la mairie. Je fais écho à des conversations qu'on a souvent avec les deux loustiques qui est ici. Vous connaissez? On se connaît ici. On dirait pas du tout. Avec Baptiste, imagine un tant soit peu Nasser Al-Khelaifi, et Dieu sait que c'est son travail au quotidien, quand il se présente au Bernabéu, ou quand il va à Tottenham, comme je sais que tu as apprécié ce stade, etc. Quand il se déplace. Mais imagine Nasser Al-Khelaifi. Pour tout le respect que j'ai pour le Parc des Princes, c'est un superbe écrin. Pour moi, c'est un très beau stade, etc. Mais quand tu vois les nouveaux stades, nouvelle génération, Bernabéu, etc., tu te mets à la place de Nasser Al-Khelaifi. Je parle pas de moi, ni de toi, ni. C'est Nasser Al-Khelaifi. Mais là encore, il se déplace dans ces stades. Oui, mais tu crois qu'il se pose Stadium, c'est dans Londres. Oui, mais le Bernabéu, c'est dans Madrid. Mais après Londres, ça fait 10 fois la surface de Paris. 10 fois la surface de Paris. Mais imagine-toi, enfin, peu importe ces considérations d'ordre géographique, etc. Tu te mets juste d'un point de vue personnel, enfin, à la place, on essaye de faire, on fait l'effort de ce mec-là, QSI, qui débarque ici et qui voit ce qui se passe ailleurs. Oui, ça donne envie. Mais en vrai, il faut qu'on passe au dernier flop, mais je pense que pour redonner l'analogie, si tu es dans le centre de Londres, tu mets pas autant de temps pour aller au Tottenham Hotspur Stadium que du centre de Paris, tu vas à Montigny-le-Bretonneux. Oui, non, mais c'est absolument. Le dernier flop, c'est celui de Baptiste. Alors, tu m'as dit la campagne de Ligue des Champions. Est-ce que c'est la campagne de Ligue des Champions depuis le début de saison, celle-là, ou est-ce que tu comprends aussi la demi-finale peut-être ratée face au Borussia? Non, c'est délicat. Je sais pas si c'est raté ou pas, c'est un peu l'histoire du foot, mais quand tu touches 14 fois le poteau, moi je trouve que le match n'est pas viscéralement mauvais, évidemment que ça aurait pu être mieux, mais c'est pas forcément ça qui me choque. J'englobe plus, alors ça rentre pas forcément dans ton cadre, mais la campagne aussi 2023, avec Milan, avec Dortmund, avec le dernier club qui est le Newcastle. Et cette campagne-là, face au Bayern, face à l'Atlético, face après Manchester City, on verra. Je trouve qu'on a quand même baissé en grade, qu'on flirte quand même avec l'élimination quand même assez précoce dans cette compétition, que effectivement, de par ce nouveau projet, il faut de l'indulgence, il faut de la patience, et c'est évident, et que c'est chronophage, que ça va prendre du temps. Mais il faut pas que notre niveau d'exigence baisse. Et normalement, le PSG nous a habitués quand même à des campagnes de Ligue des Champions assez fleuves. Alors le but, c'est pas d'avoir 40 points et puis ensuite se faire sortir en 8e, mais c'est quand même de montrer un peu de personnalité, et c'est quand même un message qu'on envoie quelque part. Donc, et je suis hyper déçu de ce début de campagne de Ligue des Champions. Je trouve qu'on est en train de s'enthousiasmer. Une qualification là avant la 7e journée un peu plus tranquille. Parmi les 8 premiers, c'est difficile, mais c'est pas non plus inenvisageable quand on voit la position de Brest ou de Lille ou même de Monaco. Donc ça me déçoit pas mal, franchement. Et donc, alors ils ont battu Salzbourg, c'est formidable, mais je suis pas du tout rassuré, et ça me fait un peu peur quand même. Il y en a un des deux qui veut réagir dessus ou pas? Non, mais il a entièrement raison. Enfin, tu floppes face au Bayern, face à l'Atlético, où tu dois normalement gagner ce match. Tu floppes face à t'as l'Atlético, le PSV, Bayern et le PSV. Normalement, tu as 6 points de plus. Avec 6 points de plus, effectivement, tu te retrouves un peu plus haut. C'est la seule tâche au tableau, je dirais, de Luis Enrique ces dernières semaines. Mais Alex, tout n'est pas perdu. En un mot, je crois que malgré toutes les qualités que j'ai pu énoncer de cette
cette équipe et ce que Luis Enrique a réussi à accomplir en termes de cohésion collective, effectivement, il y a un vrai gap entre ce que le PSG peut faire en Ligue 1 et ce que le PSG peut faire en Ligue des Champions. C'est surprenant, c'est étonnant, et j'espère juste que ça va effectivement se corriger en deuxième partie de saison. Si le PSG se qualifie, par exemple, le seul truc qui me rassure, entre guillemets, c'est qu'il y a aussi très très loin dans le classement, pas si loin de nous, il y a le Manchester City et le Real Madrid, donc c'est peut-être aussi qu'il y a d'autres grands clubs qui ont des difficultés avec cette nouvelle formule. Je sais pas si c'est une question de formule, je sais pas si c'est une question de jeu, enfin voilà, je sais pas trop. Bon. Non mais tu marches rapidement, tu marches très rapidement. Tu marches sur la Ligue 1, mais en Ligue des Champions, c'est une équipe encore une fois inexpérimentée, c'est un jeune groupe, c'est l'une des plus jeunes du plateau, donc voilà, faut lui laisser le temps. Voilà pour le bilan de cette année 2024. Et voilà donc pour cette dernière de la saison, de l'année de civil 2024 pour 100% PSG à la tribune. J'aimerais encore une fois vous remercier tous ceux qui nous ont suivis, que ça soit en podcast, les anciens, le sang de la veine, qui sont là sur l'application ici, mais aussi sur toutes les plateformes, les différentes plateformes, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcasts, etc. Merci à tous ceux qui nous suivent, qui nous mettent des étoiles. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires aussi sur les podcasts. On peut faire ça maintenant depuis quelques mois, donc voilà, ça nous aide énormément. Et puis ça crée une communauté autour de 100% PSG à la tribune, et c'est vachement bien. Merci aussi à tous ceux qui nous regardent sur YouTube. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus, ceux qui l'ont pas fait encore, à vous abonner à la chaîne de France Bleu, à en parler autour de vous si vous êtes des supporters du PSG historique, que vous aimez bien débattre. N'hésitez pas à venir dans les commentaires pour prolonger les débats que nous on a en plateau, mais que vous avez peut-être avec vos amis, et les avoir peut-être avec d'autres amis que vous aurez via les commentaires des vidéos YouTube. Je vais vous souhaiter à tous de très bonnes fêtes. Merci les chroniqueurs, et merci à tous ceux qui sont aussi dans le groupe et qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui participent aux émissions. Je remercie aussi Bruno Salomon, parce qu'il me laisse le bébé assez souvent, et c'est très 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 gentil de sa part. On va vous souhaiter de bonnes fêtes, une bonne année pour ceux qui nous regardent après le 1er janvier, et puis on va se donner rendez-vous en 2025. Le mois de janvier, il est extraordinaire, et puis on espère que tous les mois après le seront tout autant. Passez de très bonnes fêtes, une bonne soirée, et à très vite dans 100% PSG, la tribune.